Et nous allons conclure cette journée en invitant Nicolas Vivant à rejoindre le centre de la scène. Hop, eh bien bonsoir à tous. Alors donc je suis Nicolas Vivant, je suis le directeur de la stratégie et de la culture numérique de la ville d'Échirolles. Et quand j'ai été contacté par la Maison de l'Image pour vous parler, c'était surtout parce que je suis un vieux d'Internet. C'est-à-dire que moi j'ai connu Internet à l'époque où le web n'existait pas et Caramel, j'étais déjà beaucoup trop vieux pour envoyer des ASV. Et donc peut-être pour revenir sur est-ce que l'Internet du début, avec l'espoir qu'on avait d'un Internet qui permettait de partager, d'échanger, de communiquer librement, était mort ou pas. Et puis j'en suis venu à raconter une anecdote qui m'était arrivée sur les influenceurs, parce que le sujet m'interroge particulièrement. Et on m'a dit, mais il faut absolument que tu racontes ça, alors je vais vous raconter. On a entendu souvent dans cette journée dire qu'il fallait s'intéresser à ce que nos enfants faisaient, comprendre, plutôt que de dire arrête de passer des heures sur TikTok ou devant tes écrans, viens manger, voilà, s'y intéresser. Et donc moi je m'y suis intéressé, mais je m'y suis intéressé à un point, je suis champion de France de s'intéresser à ses enfants, je vous le dis, c'est-à-dire que je suis allé vraiment très très loin. Donc pour vous raconter l'histoire, ça se passe en 2009, et 2009 pour moi c'est vraiment l'année où l'influence est née, je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque, j'avais mon fils aîné qui avait 15 ans, mon second qui avait 13 ans et ma fille qui avait 9 ans. Donc on était pile préadolescence, adolescence. Et ils étaient devant une émission de télé-réalité qui s'appelait Secret Story et c'était la saison 3. Secret Story 3. Alors moi, évidemment, je ne m'intéressais pas du tout à ça, mais on en parlait à table, voilà, et je m'y intéressais à table. Alors il y avait les aventures, un tel est sorti avec un tel, machin, bon, tout un tas d'histoires qui les intéressaient eux. Et puis ça a commencé à m'intéresser quand mon fils aîné m'a dit « Mais alors moi je regarde, mais parce que je m'en fous de ce qui se passe. D'ailleurs il se passe rien, ils sont là dans une maison. Bon. Mais c'est parce qu'il y a un paparazzi qui a un blog et il fout le bordel dans l'émission. » J'ai dit « Ah bon, c'est-à-dire il fout le bordel ?» Ben, il sait dans quel endroit il tourne et il y va, il leur jette des téléphones, il leur jette des hamburgers, machin, nanana. Donc on le voit jamais à la télé, mais en ligne, c'est super, je me marre et tout ça. Bon, voilà. Et donc là, je m'intéresse, je vais voir effectivement le blog de ce paparazzi et je me rends compte qu'effectivement, il fout une belle merde. Et puis je m'intéresse à ce paparazzi, qui il est et tout ça. Et une chose que j'aurais peut-être dû préciser avant de commencer, c'est que j'ai quelques compétences en sécurité informatique. Plus jeune, je faisais partie d'un groupe de hackers international, et donc j'avais quelques compétences. Et je me mets en tête de rentrer en fait sur le réseau de ce paparazzi, chez lui, quoi, en gros, hein, et puis de voir comment il bosse, le type de matériel qu'il utilise, tout ça. Et donc, je vois, voilà, c'est Macintosh, c'est différents appareils photo. Et puis un jour, en commentaire, je lui envoie une liste du matériel qu'il utilise, en me demandant bien comment il va réagir. Et en fait, il m'envoie un mail en me disant « Appelle-moi, voilà mon numéro, faut qu'on parle, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. » Bon, je me dis « Génial », je l'appelle. Et il me dit « Incroyable, comment t'as fait, c'est quoi? Mais t'es venu chez moi, c'est quoi, comment t'as fait ?» Bon, on discute, il se marre. Et il me dit « Bon, écoute, les gamins, quand ils sortent de la maison des secrets, Secret Story, moi, je les récupère. Et en général, ils sont perdus. Et on fait des photos, des paparazzades, si ça vous parle. En clair, des photos qui racontent souvent un truc bidon, mais qui sont vendues à la presse People, cher. Voilà. Et le principe, c'est le paparazzi prend 50% de la photo et le jeune, lui, prend 50% aussi. Donc, je vous le dis, les tarifs de photo, en gros, ça va de 3 à 10 000 euros en fonction du type de photo. Bon, voilà. Et il était sur ce truc-là. Et il me demande de mettre mes compétences informatiques, de donner un coup de main à un certain nombre de ces jeunes qui sortent pour les aider à créer leur compte sur les réseaux sociaux. 2009, en gros, Twitter existe depuis 2 ans. Insta est né l'année d'après. Donc, c'est vraiment le tout début de ça. Mais YouTube existe déjà et on a les premiers YouTubers. Et il me demande de donner un coup de main à ces jeunes pour leur créer des profils sur les réseaux sociaux, leur créer éventuellement un blog. C'était l'époque où il y avait beaucoup de blogs, tout ça. Moi, j'accepte, ça me fait marrer. Et donc, je me retrouve en lien avec des jeunes qui sortent de Secret Story, au fur et à mesure qu'ils sortent. C'est la première semaine qu'ils sortent.
Et donc, quand je vous dis que je suis allé très très loin dans l'écoute de mes enfants, c'est qu'ils me disent ça, et 3 semaines après, les jeunes qui regardaient à la télé sont dans le salon et viennent dormir à Grenoble 2 ou 3 jours pour qu'on bosse ensemble. Euh, et, euh, et donc, ça facilite évidemment les échanges sur le sujet et le regard critique qu'on peut avoir, d'autant que la critique, elle ne vient pas seulement de moi, mais des jeunes eux-mêmes, qui racontent la réalité de ce qui se passe dans cette émission que regardaient mes enfants. Et là, je peux vous dire qu'en termes de prise de recul, c'est plutôt efficace. La deuxième chose intéressante, c'est que j'ai noué de vraies relations avec certains de ces jeunes, avec qui je suis toujours en contact. Donc c'était 2009, on est en 2024, ça fait 15 ans. Donc c'était des jeunes qui avaient 19, 20 ans à l'époque, et qui donc aujourd'hui ont 35 ans. Il y en a certains qui sont sortis immédiatement de ce système de pseudo-célébrité, parce que quand même la particularité de ces jeunes, c'est qu'ils n'ont pas de compétences particulières. Ils ont été sélectionnés sur la base de stéréotypes auxquels ils doivent correspondre pour participer à l'émission. Donc il nous faut un vieux, il nous faut une bimbo, il nous faut... Voilà. Donc c'est même pas basé sur d'autres compétences que savoir parler en public, à pas avoir honte de se mettre en maillot de bain devant une caméra, et voilà. Donc des jeunes qui n'ont aucune compétence particulière, a priori, en tout cas c'est pas nécessaire pour cette activité-là. Il est intéressant de noter que ceux qui avaient des compétences particulières, ils ont simplement utilisé le peu de notoriété qu'ils avaient pour essayer de faire quelque chose dans le cadre de ce à quoi ils s'intéressaient déjà. Mais il y en avait certains, ils n'avaient absolument rien. Vraiment, ils sortaient du lycée, et puis ils étaient là, et ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. C'est le début aussi de la monétisation de cette espèce de notoriété qui ne repose pas sur une compétence particulière, et c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question tout à l'heure. Vraiment, c'était pour eux une difficulté. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'impression de savoir rien faire d'autre que ça. Ce sont les influenceurs dont on entend parler beaucoup aujourd'hui. C'est ceux qu'on voit à Dubaï. C'est tous ces influenceurs qui vous vendent aussi bien du trading sur les crypto-monnaies qu'une paire de chaussures ou un parfum, ou voilà. Mais c'est pas des footballeurs, des rappeurs, c'est pas des journalistes comme on a pu voir Mathis tout à l'heure, c'est pas des gens qui savent cuisiner comme on a pu voir les influenceurs cuisine tout à l'heure, c'est des gens qui n'ont pas de compétences particulières, c'est vraiment très particulier. Ce qui est très intéressant, et ça m'a manqué un peu aujourd'hui pour être tout à fait honnête, c'est que ces gens qui ont 35 ans aujourd'hui et qui ont vécu cette vie-là pendant une quinzaine d'années, et qui sont sortis de ça maintenant, qui ont un boulot, qui ont une famille... j'aimerais les entendre, en fait, et avoir à la fois leur opinion sur leur parcours et comment ils ont vécu les choses, et je pense qu'on pourrait en retirer des choses enrichissantes, mais aussi sur le regard qu'ils posent sur ce qui est devenu le milieu des influenceurs aujourd'hui. La deuxième chose intéressante dans cette expérience, c'est que mon pote paparazzi faisait partie de ces vautours qui tournent autour de ces jeunes qui font de la télé-réalité et qui se font de l'argent sur le dos des jeunes. Et il est toujours dans ce milieu-là. Il est d'ailleurs, il a créé un magazine qui s'appelle Influence, qui est dédié à ça. Il travaille avec avec des agences, je vais peut-être pas citer de nom, mais avec des agences qui gèrent ces influenceurs de Dubaï et tous ces jeunes de télé-réalité, voilà. Et j'ai pu mesurer à quel point, on parlait tout à l'heure d'influenceurs sous influence, à quel point ces influenceurs sont effectivement sous influence et très très dépendants finalement d'intermédiaires qui eux savent gérer les relations commerciales et qui donc font l'intermédiaire entre les sociétés qui ont des produits à proposer et ces jeunes qui sont susceptibles de les mettre dans des vidéos sur Insta, et vraiment ils font ou défont des carrières d'influenceurs. Alors encore une fois, je ne parle pas d'influenceurs compétents, hein, je parle d'influenceurs télé-réalité. Je veux dire, si vous cessez de leur fournir ce lien avec les entreprises, c'est terminé, il n'y a plus d'influenceurs. Alors ils peuvent continuer à faire des vidéos, ils ont toujours 1 million de followers, mais l'argent ne rentre plus. Parce que ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, c'est que ce n'est pas le nombre de vues qui vous rapporte directement de l'argent. Sinon, ils n'auraient pas besoin de faire du placement de produits. S'ils font du placement de produits, c'est bien parce que c'est là que ça rapporte, et ce n'est pas dans le fait d'être exposé comme ça sur les plateformes avec des millions de followers. Ça ne suffit pas. Donc ça veut dire que les vrais maîtres derrière ces influenceurs-là sont ces intermédiaires qui, à la fois, dictent leurs conditions aux entreprises avec qui ils dealent, mais aussi dictent les conditions
aux influenceurs. Dernière chose pour finir avec cette histoire d'influenceurs, pour donner envie à nos ados, il faut qu'ils présentent un certain style de vie. Alors ils se photographient à côté d'une piscine qui n'est pas leur piscine, dans laquelle ils sont venus en Lamborghini qui n'est pas leur Lamborghini, ou dans des immenses hôtels avec des chambres somptueuses qu'ils doivent payer pour pouvoir faire la vidéo. Bref, le résultat, c'est que il y en a effectivement qui gagnent beaucoup d'argent, mais ce sont aussi des jeunes qui dépensent énormément d'argent. Et donc, ils ont très très peur que ça s'arrête, parce que le jour où ça s'arrête, ils ont juste rien. Voilà. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, quelque part. Ces influenceurs qui influencent nos enfants, y compris sur des trucs qui sont parfois condamnables, sont surtout des victimes d'un système. Et ceux qui en retirent un véritable bénéfice, eux, on ne les voit jamais, sauf évidemment quand un rappeur comme Booba, d'un coup, décide de leur faire la guerre et commence à balancer des noms d'entreprises, des noms de... Voilà. Booba, typiquement, influenceur, hein, mais influenceur compétent, puisque c'est un rappeur, il vend des albums, et c'est ce qui lui donne aussi, c'était le sens de ma question tout à l'heure, c'est ce qui lui donne aussi cette liberté de ton que les jeunes influenceurs qui, eux, sont à Dubaï et tout, n'ont absolument pas, parce que leur seul revenu, il est effectivement dans l'influence. Voilà. Deuxième angle, et là je vais revenir sur quelque chose qui est plus de l'ordre de mon boulot, c'est effectivement Internet. On a un peu évoqué sur la fin le sujet, mais il a été très peu aujourd'hui. C'est l'importance des plateformes et comment les plateformes formatent l'influence. Il y a 20 ans ou 15 ans, quand vous étiez un groupe de musique, il fallait avoir un MySpace. Si vous n'aviez pas de MySpace, vous n'existiez pas en ligne. MySpace a disparu. Quand vous étiez un jeune ado et que vous vouliez avoir de l'influence au lycée, il fallait un Skyblog. Et Skyblog a disparu. Il ne faut pas imaginer que les réseaux sociaux vont vivre éternellement. Il y en a, vous avez Facebook est en train de mourir, il n'y a plus que des anciens, on est bien d'accord. Moi, si j'étais influenceur théâtre, c'est sur Facebook que j'irais, parce qu'il est là le public, hein, je vous le dis. Je n'irais pas sur TikTok, hein, c'est beaucoup plus difficile. Mais en gros, vous dire que vous voyez bien qu'en fonction des plateformes, il y a des choses qui sont possibles et qui ne sont pas possibles. Pensez YouTube, Thinkerview. Si vous connaissez, Thinkerview, il fait des vidéos sur fond noir avec des personnes d'horizons très variés. Les vidéos, elles durent 2 heures. Ça n'existe pas sur TikTok. Thinkerview sur TikTok ou sur Insta, il ne représente rien. C'est YouTube. Et c'est parce que la plateforme permet de faire ça. À l'inverse, on a des influenceurs sur Instagram. Alors l'exemple de Drama Matisse, je suis allé voir un petit peu. Drama Matisse sur Twitter, c'est 1300 personnes. 1300 followers, c'est personne. C'est 3 fois moins que moi. Donc ça représente rien. Sur Insta, c'est 6 fois plus que moi. Mais parce que le format, son format est mieux adapté à cette plateforme. Enfin, ça, c'est ce qu'on pourrait croire. C'est pas lui qui décide du format, c'est la plateforme. Donc, il se coule dans un moule qui est imposé par cette plateforme. Et puis, c'est aussi la plateforme qui correspond au public qui veut chercher. Voilà. On sous-estime à quel point les plateformes sont puissantes dans la monétisation, dans le format, sur cette influence, et en fait décident de la façon dont on va être influé. Pour aller encore plus loin et rentrer dans des choses un peu plus techniques, il y a des formats vidéo qui sont acceptés par les plateformes, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y a des formats vidéo qui sont morts à cause de ça, des formats qui étaient dominants. Aujourd'hui, si vous voulez mettre une vidéo sur Twitter, il faut qu'elle soit dans un format particulier. Si vous prenez un point move sorti de votre Mac, c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc même là-dessus, il y a une influence des plateformes. Et encore plus en amont que ça, il y a des gens qui justement designent les solutions sur lesquelles ces plateformes se basent au quotidien. Est-ce que vous vous souvenez, peut-être vous vous souvenez, il y a un moment où dès que vous vouliez mettre une vidéo sur un site web, il y avait du flash. On avait tous des flash players disparus. Ce n'est pas les plateformes qui ont décidé de faire disparaître Flash. Ce n'est pas vous qui avez décidé de faire disparaître Flash. Il y a des gens qui travaillent sur des standards, qui construisent le web de demain, aujourd'hui, là, et qui sont aussi des influenceurs beaucoup plus importants encore que ces jeunes qu'on voit et qui vendent des produits, enfin qui essaient de vendre des produits à nos enfants. Et donc voilà, insister sur l'importance de l'infrastructure dans tout ça.
chose dont on a peu parlé. Or, pourquoi c'est important ? C'est parce que moi, je suis d'accord avec les théâtreux qui disent que Instagram, non merci. Enfin, je veux dire, il y a quand même des vraies problématiques autour de ces plateformes. De quoi elles vivent, ces plateformes ? C'est pas l'argent, les 1 euro pour 1000 vues qu'elles donnent aux jeunes qui les font vivre. Hein. Ça, c'est de l'argent dépensé. Dans quoi elles vivent ? Elles vivent de voler les données personnelles des millions de followers qui suivent nos influenceurs. C'est de ça dont elles vivent. Bien sûr que c'est critiquable, ça. Bien sûr qu'on peut se poser des questions. Bien sûr qu'on peut faire le choix de ne pas y aller. D'autant qu'il existe d'autres réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup moins de monde. Il n'y a surtout pas les jeunes, évidemment. C'est des trucs de niche, mais il y a des réseaux sociaux qui, eux, tombent pas dans ces travers-là. Et donc, je pense que c'est important, quand même, socialement, de se poser ces questions-là. Et peut-être d'échanger avec nos enfants sur ces sujets-là. Vous rappelez que WhatsApp, vous utilisez tous WhatsApp. Je sais que vous utilisez WhatsApp. WhatsApp, c'est une catastrophe. Et je vais finir là-dessus. Pour vous dire que le groupe de hackers dont je vous parlais au début et dont je faisais partie dans les années 90, parmi les participants à ce groupe, il y avait quelqu'un qui s'appelait Yann Koum, qui est la personne qui a créé WhatsApp. Voilà. Et qui l'a vendu à Facebook. Et on a fait la fête parce qu'il est devenu milliardaire. Mais 3 mois après avoir vendu WhatsApp à Facebook, il a écrit à tous les amis pour dire « N'utilisez plus jamais WhatsApp ». Et on a cessé de l'utiliser. Donc moi, je n'utilise pas WhatsApp. Pourquoi ? Mais parce que c'est une catastrophe en termes de vol de données personnelles. Quand vous utilisez WhatsApp, que vous donniez vos données personnelles à Meta, à Facebook et tout, aucun problème, vous faites bien ce que vous voulez de vos propres données. Mais ce que vous donnez à Meta, c'est votre carnet d'adresses. Et dans votre carnet d'adresses, potentiellement, il y a mon numéro de téléphone et mon adresse email et le code de ma porte et mon adresse et peut-être même une photo de moi dont je ne suis pas fier. Et il y en a, des photos dont je ne suis pas fier. Et c'est tout ça que vous balancez à Meta. Ce n'est pas seulement vos données, c'est les miennes. Moi, je pense qu'on a le droit quand même d'avoir un regard un tout petit peu critique là-dessus. Et on peut se positionner autrement que tout le monde est là, donc je me mets là, sinon je n'existe pas. Voilà, donc je voulais simplement conclure là-dessus, ouvrir un petit peu là-dessus, c'est-à-dire, il n'y a pas simplement le fond et les influenceurs dans leurs usages et dans les interactions sociales et tout, ok, c'est bien. Il y a d'autres problématiques sous-jacentes que je pense il ne faut pas oublier, d'autant qu'encore une fois, faisons pas semblant de croire que toutes ces plateformes sont éternelles. Elles vont disparaître un jour ou l'autre, c'est inévitable, les technologies vont vieillir. Et il y a des plateformes aujourd'hui qui sont existantes et qui vont disparaître rapidement, que les jeunes vont fuir, c'est une façon de les faire disparaître. Hein. Les jeunes étaient sur Facebook, vous ne pouvez pas l'oublier, hein, ça n'a pas toujours été un réseau social d'anciens. Hein. Ils y étaient, ils se sont enfuis. Hein. Aujourd'hui, ils sont sur Snap, leurs enfants ne seront pas sur Snap, ils seront sur autre chose. Hein. Donc arrêtons de faire semblant de croire qu'il y a un passage obligé autour de ces plateformes. Non, il y a d'autres façons d'influencer. Il y a d'autres systèmes d'influence, il y a d'autres réseaux d'influence, il y a d'autres réseaux sociaux. Et n'oublions pas aussi, dans notre pensée critique, d'intégrer cette réflexion-là. Voilà, je vous remercie.